Bonjour et bienvenue à tous dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une question que beaucoup de monde se pose, je pense, parfois même un peu en secret. Ah oui, et qui revient très souvent. Exactement. Pourquoi est-ce que tant d'investisseurs particuliers, ont l'air de galérer en bourse? On voit des chiffres, des indices qui grimpent, et pourtant, dans la réalité, l'expérience de beaucoup est, Bien plus compliqué. voilà, L'idée ici, ce n'est vraiment pas de juger, mais plutôt d'essayer de comprendre, de décortiquer un peu les mécanismes derrière tout ça. pas du tout. On parle de schémas comportementaux qui sont prévisibles, qui sont documentés par des décennies de recherche et qui nous touchent tous. Et au cœur de ça, il y a un concept. Il peut paraître un peu technique, mais il est très simple, c'est l'écart de performance de l'investisseur. D'accord. C'est juste le fossé entre le rendement qu'un marché affiche sur le papier et ce que l'investisseur qui a mis son argent, ce qu'il empoche réellement à la fin. Et ce fossé, c'est souvent un vrai gouffre? D'accord. Alors, partons de là. Cet écart de performance, est-ce que c'est juste quelques pourcents ou c'est vraiment un gouffre, comme tu dis? Est-ce que c'est concret? C'est très concret et c'est colossal. Il y a une étude annuelle, qui est une référence, menée par un cabinet du nom de Dalbar. Leurs chiffres pour 2024 sont frappants. L'investisseur moyen en actions, il a obtenu un rendement de 16,54%. Ok, 16,5. Voilà. Pendant ce temps, l'indice S&P 500, qui est un peu le thermomètre du marché américain, lui, il a progressé de 25,02%. Attends une seconde. Ça fait plus de 8 points de pourcentage de différence. 8 points et demi, hein? Oui, Pour que les gens réalisent, sur un portefeuille de 10 000, ça veut dire 850 de moins dans la poche. En une seule année. C'est énorme, hein? exactement. Et ce n'est même pas une année exceptionnelle, hein. En 2021, l'écart était encore plus grand. On était à plus de 10 points de pourcentage. Ah oui, quand même. Maintenant, il faut imaginer l'effet de cet écart année après année sur 20 ou 30 ans. L'effet cumulé est juste dévastateur. On ne parle plus de centaines, mais de dizaines ou voire de centaines de milliers qui manquent à l'arrivée. Ces chiffres de moyenne sont déjà assez dingues. Mais est-ce qu'il y a un cas d'école, un exemple encore plus flagrant qui illustre ce décalage? Oh oui, il y en a un qui est devenu célèbre. C'est celui du fonds ARKK. Ah, j'en ai entendu parler. C'est un fonds qui a eu une popularité immense il y a quelques années, avec des rendements spectaculaires. Si on regarde la performance brute du fonds depuis sa création, elle était positive. On pourrait se dire, super, ceux qui ont investi ont gagné. Logique. Sauf que non, une analyse a calculé le rendement moyen pondéré par les flux de capitaux. Alors ça veut dire quoi? Pondéré par les flux. En gros, ça veut dire qu'on regarde quand l'argent des investisseurs est réellement entré dans le fonds et quand il en est sorti. D'accord. Et là, le résultat est sans appel. Le rendement réel pour l'investisseur moyen, il était profondément négatif, inférieur à moins 25%. Comment c'est possible? Le fonds lui-même gagne de l'argent, mais les gens qui y ont investi en perdent. C'est un tour de magie. Ce n'est pas de la magie, non. C'est de la psychologie de masse. La grande majorité des gens ont entendu parler du fonds quand il faisait déjà la une des journaux après ses performances extraordinaires. Forcément. Donc ils sont arrivés en masse au sommet de la vague. Ils ont acheté au prix le plus haut. Ah, je vois bien le truc. Et puis quand le fonds a commencé à chuter lourdement, la panique s'est installée. Et beaucoup ont vendu, pour limiter les dégâts, pensait-il. Ils ont donc appliqué à la perfection la recette pour perdre de l'argent, acheter cher et vendre bas. Même si le fonds, lui, sur sa durée de vie, affichait une performance positive. C'est incroyable. Les chiffres de Dalbar, l'exemple d'Arkka, tout pointe dans la même direction. On dirait qu'on est programmé pour prendre la mauvaise décision au mauvais moment. Ça doit être plus profond que la simple malchance. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête pour qu'on agisse comme ça? Tu mets le doigt dessus. Ça nous amène directement dans le champ de la finance comportementale. L'économie classique, pendant longtemps, a reposé sur l'idée que l'être humain est un homo economicus. Oui, un agent parfaitement rationnel qui maximise son profit. C'est ça. La finance comportementale, elle, vient dire « Attendez une minute, on a oublié un détail. Le cerveau humain. Notre cerveau n'a pas évolué pour gérer des tableurs Excel et des probabilités de marché. Non, c'est sûr. Il a évolué pour la survie, fuir le tigre, trouver de la nourriture. Et les réflexes qui nous ont sauvés dans la savane sont souvent catastrophiques en finance. D'accord, donc notre psychologie nous handicape. Mais s'il y avait un seul biais, le boss final de nos erreurs, le plus puissant, ce serait lequel? Sans aucune hésitation, ce serait l'aversion aux pertes. C'est un concept qui vient de la théorie des perspectives de Daniel Kahneman, qui a eu un prix Nobel pour ça. D'accord.
Et l'idée est d'une simplicité désarmante. La douleur psychologique d'une perte est ressentie environ 2 fois plus intensément que le plaisir d'un gain du même montant. Perdre 100 fait 2 fois plus mal que le plaisir de gagner 100. Exactement. C'est tellement vrai. Quand on voit une ligne rouge sur son portefeuille, la sensation physique, ce petit nœud à l'estomac, c'est bien plus fort que la satisfaction de voir une ligne verte. Et cette asymétrie émotionnelle a une conséquence directe et mesurable, l'une des anomalies les plus étudiées en finance. C'est ce qu'on appelle l'effet de disposition. L'effet de disposition, qu'est-ce que c'est ça? C'est la tendance, très humaine, à vendre trop vite les investissements qui sont en gain, pour assurer le profit, pour ressentir ce petit plaisir de la victoire, D'accord, on prend son gain. et à l'inverse, à conserver beaucoup trop longtemps les investissements qui sont en perte, pour repousser le moment où il faudra admettre son erreur et encaisser la douleur de la perte. Attends, c'est complètement paradoxal ce que tu décris là. Ah oui. On sécurise un tout petit gain par peur qu'il disparaisse, mais on est prêt à laisser courir une perte énorme dans l'espoir fou qu'elle s'annule. C'est comme si on préférait la certitude d'un petit plaisir à la possibilité d'un grand succès. Et qu'on préférait l'incertitude d'une longue agonie à la certitude d'une petite défaite. C'est dingue. Notre cerveau nous joue des tours en permanence, en fait. Tu as parfaitement résumé le paradoxe. On dit parfois qu'on cueille nos fleurs et qu'on arrose nos mauvaises herbes. C'est une bonne image. Et ça, c'est déjà après avoir choisi les actions. Mais le problème commence même avant, au moment de l'achat. C'est ce que la recherche nomme l'achat motivé par l'attention. Face à des milliers d'actions disponibles, c'est impossible de tout analyser. Donc, en gros, face à un supermarché avec des milliers de produits, on ne regarde que les têtes de gonole, ce qui est en promo, ou ce dont tout le monde parle à la machine à café. C'est exactement ça. On achète ce qui capte notre attention. Une entreprise qui fait les gros titres, une action dont le cours explose ou s'effondre. Une étude fascinante a analysé le comportement des utilisateurs de plateformes de courtage très populaires. Elle a montré que les investisseurs sont massivement attirés par les actions qui apparaissent dans les listes des top movers. Celle qui bouge le plus, quoi. Voilà. Et le plus fou, c'est que l'étude a démontré que ces pics d'achats groupés précédaient très souvent des rendements négatifs. Le rendement anormal moyen sur 20 jours pour les actions les plus achetées chaque jour était de moins 4,7%. C'est contre-intuitif au possible. L'instinct nous dit d'aller là où il y a de l'action, mais les données montrent que c'est souvent là qu'on se brûle les doigts. Tous ces comportements, j'imagine que ça mène à une seule et même tentation, essayer d'être plus malin que le marché. Vendre juste avant le crash, racheter juste avant la grande remontée. Le fameux market timing, le Graal que tout le monde cherche, et qui est aussi un piège redoutable. L'argument qu'on entend le plus souvent pour ne pas essayer de timer le marché, c'est qu'il ne faut surtout pas manquer les meilleures journées. Oui, on entend ça partout. Et les chiffres sont clairs. Une étude sur 30 ans a montré que si on reste investi tout le temps, on obtient un rendement moyen de 8,4% par an. Mais si on a le malheur de manquer seulement les 30 meilleures journées de bourse sur ces 30 ans, eh bien le rendement tombe à 2,1% par an. Ah oui, c'est une sacrée différence. On passe d'un rendement qui bat l'inflation à un rendement qui se fait dévorer par elle. Oui, mais l'inverse est vrai aussi, non? On entend beaucoup d'experts dire qu'il faut protéger son capital, qu'il faut sortir avant la crise. Et ça semble plein de bon sens. Personne n'a envie de subir les pires journées. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Tu as raison, ça semble logique, sauf qu'il y a une chose cruciale à comprendre sur les marchés. Les pires journées et les meilleures journées sont presque toujours collées les unes aux autres. Ah bon? Elles apparaissent en groupe pendant les périodes de crise et de très forte volatilité. Sur les 30 dernières années, 9 des 10 meilleures journées de bourse ont eu lieu en plein milieu de récession. C'est fou ça. Tenter d'éviter la pluie, c'est la meilleure façon de rater l'arc-en-ciel qui suit l'orage. Donc, c'est un package deal en quelque sorte. On ne peut pas voir le soleil sans risquer la tempête. Les deux sont indissociables. Précisément. La volatilité arrive en grappe. Et pour ajouter à la complexité, d'autres recherches suggèrent même que l'impact d'éviter les pires journées est beaucoup plus puissant pour le rendement final que celui de capter les meilleurs. D'accord. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas une seule vérité, mais un équilibre très délicat à trouver. Le véritable enjeu n'est peut-être pas de chasser les gains, mais de maîtriser les pertes. Et cette idée de maîtriser les pertes est d'autant plus importante à cause d'un truc qu'on oublie souvent, la simple et brutale arithmétique des pertes, n'est-ce pas? Absolument. C'est une mathématique qui est impitoyable. C'est une règle de base en montagne. La descente est toujours plus rapide que la montée. En finance, c'est pire. Une perte de 20% exige un gain de 25% pour revenir à zéro. Une chute de 50%, là, c'est une autre histoire.
Pour revenir au sommet, il faut une performance de 100%. Il faut doubler son capital. Le chemin du retour est exponentiellement plus dur. Exactement. Et chaque grosse perte est un coup de frein terrible à l'effet de composition. Et en t'écoutant, je pensais quelque chose. Tous ces biais psychologiques, l'aversion à la perte, l'effet de disposition, tout ça, c'est la nature humaine. Ça a toujours existé. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui est conçu pour les amplifier. Je pense à mon téléphone, aux applis, aux réseaux sociaux. Est-ce que cette technologie ne serait pas en train de jeter de l'huile sur le feu de nos biais? Tu touches un point qui est absolument crucial aujourd'hui. On parle de la gamification de la finance. Les applications de courtage modernes, elles sont conçues par les mêmes experts qui conçoivent les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. L'objectif, c'est de maximiser l'engagement. Quand on parle de gamification, c'est quoi concrètement? Ce sont ces confettis qui explosent à l'écran après un achat? C'est fou de penser que ça peut influencer une décision financière? C'est exactement ça, mais ça va bien plus loin. Ce sont les confettis, les classements entre utilisateurs, les notifications constantes. Tout est fait pour encourager les transactions plus fréquentes, plus impulsives. Ça crée une boucle de dopamine qui peut complètement déconnecter l'acte d'investir de sa conséquence financière réelle. On n'a plus l'impression de gérer son épargne pour l'avenir, on a l'impression de jouer. Et à côté de cette salle de jeu permanente dans notre poche, il y a la jungle des réseaux sociaux. Là, j'imagine que c'est encore une autre dimension. C'est une dimension où tous ces biais sont mis sous stéroïdes. Les réseaux sociaux créent des chambres d'écho, des bulles d'information. Des stratégies extrêmement risquées peuvent y être célébrées comme des actes de génie, tandis que l'analyse fondamentale, plus lente, est parfois moquée. Le fameux FOMO, la peur de rater le coche. Et devient immense. Voilà. La pression sociale est énorme et l'information, qu'elle soit vraie ou fausse, circule à une vitesse folle et amplifie les comportements grégaires. C'est terrifiant. C'est comme si on avait mis nos cerveaux de l'âge de pierre, avec tous leurs biais de survie, dans un casino numérique mondial ouvert 24 heures sur 24, où tout le monde crie ses bons plans en même temps. C'est une très bonne image. L'environnement a radicalement changé, l'accès à l'information et au marché n'a jamais été aussi facile, mais l'accès à la sagesse et à la tempérance n'a peut-être jamais été aussi difficile. En fait, si on résume tout ça, on a l'impression que le plus grand adversaire de l'investisseur, ce n'est ni la complexité de l'économie, ni les grands fonds. C'est le reflet dans le miroir. Oui, C'est notre propre nature humaine, bombardée en permanence par un environnement numérique qui semble appuyer sur tous les mauvais boutons. c'est une excellente façon de voir les choses. La sous-performance n'est pas une fatalité ou de la malchance. C'est le résultat prévisible de schémas psychologiques et d'erreurs stratégiques qui sont connues et répétables. Rien que le fait de les comprendre, de savoir qu'ils existent et qu'ils nous influencent tous, c'est déjà un pas de géant. Une dernière pensée pour la route, pour laisser matière à réflexion. Oui, une petite question pour pousser des réflexions. On a vu que beaucoup de nos réflexes naturels, vendre les gagnants trop tôt, garder les perdants trop longtemps, courir après la dernière mode, sont à l'exact opposé de ce que font des stratégies plus systématiques. Comme le rééquilibrage d'un portefeuille, par exemple. Exactement. Ça amène à se demander quelle est la valeur d'un système, d'un plan qu'on se fixe à l'avance, à tête reposée, par rapport à la confiance qu'on place dans notre intuition quand tout s'agite et que les émotions prennent le dessus. Voilà de quoi bien occuper nos pensées. Merci beaucoup pour cette discussion passionnante et vraiment éclairante. Avec plaisir.